de ce Seigneur. Gloire à Jésus. Bon, bien, voilà. Donc, rapidement, je vais laisser la place à notre frère Marius Périllon qui va nous porter un enseignement sur la santé. Nous avons jugé bon de pouvoir amener, lui surtout, hein, depuis quelques temps, il nous en parle. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a des choses qui on fait peur d'aller attendre. Et pendant ce vendredi du mois d'août, hein, nous aurons le plaisir d'écouter et puis qu'il laisse un moment pour des questions, un débat. Et bien sûr, il y a des choses peut-être qu'il pourra vous répondre tout de suite et des autres choses peut-être vendredi prochain, je voulant, pour que l'enseignement soit efficace dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Bien que Dieu soit béni, alors désolé de ce que vous ayez su cela un peu tard. Vous savez, parfois la machine, il lui manque de petits réglages pour que cela se mette vraiment en marche. Eh bien, c'était le cas. C'est pourquoi vous avez su ce programme assez tard. Hein. Enfin, pour ceux qui le savent, d'autres automatiquement ils viennent, il n'y a pas de souci. Voilà, mon frère Marius, je te laisse la place. Alors, vous le connaissez, mon frère Marius? Quel est celui qui ne le connaît pas? Ne le connaît pas, d'accord. Mon frère Marius. Gloire à Dieu, alléluia. Je peux rester en bas? Ouais, je peux faire. C'est pas de la prédication aujourd'hui. Oui, bonsoir, bien-aimés. Ouais, c'est une joie d'être encore parmi vous ce soir, afin de pouvoir partager cette fois, non pas de la prédication, ni de l'enseignement sur la parole de Dieu, mais néanmoins, on aura quand même une introduction par ce texte, puisque le thème de ce soir, c'est en bonne santé pour mieux servir. Oh, je te remercie. En bonne santé pour mieux servir. Qui est le frère Marius? Donc je suis, pour ceux qui, certes la plupart des gens me connaissent de nom, mais ne me connaissent pas vraiment. Donc je suis membre de l'église évangélique de Jésus-Christ à Châteauneuf, avec le pasteur Goudé. Et j'ai accepté le Seigneur dans les années 82. Et depuis, je suis dans le service, j'ai commencé dans le service en 86. Et depuis, je marche avec Dieu, que ce soit au niveau de la prédication, l'enseignement. Et puis, il y a un événement qui est survenu dans ma vie qui m'a amené à changer de vision de ma façon de fonctionner. Qu'à l'âge de 43 ans, j'étais perclus de douleur. J'avais des problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires. J'avais également... quand je me baissais, je restais bloqué. Vous savez, vous baissez puis vous restez coincé. Ouais, c'était... Qui a déjà vécu ça? Ok, d'accord, parfait. Et puis, quand j'avais 19 ans, je mesurais en taille de pantalon 42. Et à l'âge de 43 ans, j'étais à 46 serré, je devais passer à 48. D'accord. Et ma belle-mère me disait toujours, mais Marius, mais quand même. Mais en fait, on ne sait pas. Et petit à petit, le Seigneur m'a conduit par ces événements. Je me souviens qu'une fois, à 2h30 du matin, j'ai l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans le cœur. Je me suis réveillé je me suis réveillé en sursaut. Et ce jour, j'avais peur parce que je pensais que je serais passé de l'autre côté. C'est pour ceux qui ont déjà eu des attaques cardiaques, ils savent ce que c'est. Et la douleur était tellement forte. Et après, je suis parti, j'ai regardé mon épouse à côté, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas qu'à cet âge que je meure. Et puis, à l'époque, mes enfants étaient encore tout jeunes. Et puis, j'avais à peine commencé une construction. Ouais, donc, c'est fort. Et Dieu a permis que, chemin faisant, j'ai découvert, je vais abréger, j'ai découvert qu'il fallait que je m'occupe de ma santé. Et j'avais beau écouter les conseils des médecins, je me rendais compte que ma situation ne s'améliorait pas. Et le Seigneur m'a conduit dans cette direction où il fallait absolument que je m'occupe de ma santé. Et plein de choses me sont venues à la tête, notamment Luc qui était médecin. On a déjà lu dans la Bible que Luc était médecin. Et je me suis dit, tiens, à l'époque, la médecine allopathique n'existait pas.
Luc est un médecin de feuilles. Ce qu'on appelle une mégazie, là, vous connaissez ça? Ouais. Et là, le Seigneur m'a conduit et j'ai pu découvrir par la suite des choses pour pouvoir intervenir sur ma santé. Et j'ai commencé par là. Mes pathologies ont disparu au bout de 3, 4, 5 semaines. Au bout de 2 mois, j'étais complètement rétabli. Tout avait disparu. Et puis, quand même, j'avais gardé des petites douleurs au niveau du cœur qui me surprenaient de temps à autre. Et j'ai gardé ça peut-être sur 1 an. Et puis après, ça a complètement disparu. Et maintenant, ça fait plus de 12 ans maintenant. Et Dieu merci. Alléluia. Et vous voulez retrouver la santé? C'est une bonne santé pour mieux servir. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a conduit à aller plus loin avec lui au niveau de l'alimentation. Il m'a fait comprendre que, certes, c'est vrai, on peut prendre des tisanes, mais le jour où on arrête de prendre des tisanes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retombe. Donc, il fallait que j'attaque le problème à la source. Et la source, c'est l'alimentation. Et au-dessus de tout ce que j'ai pu comprendre de l'alimentation, je me souviens qu'une fois, je suis tombé par hasard sur une vidéo qui parlait du sucre à l'époque. C'est une vidéo du docteur Le Stick. Le Stick, c'est un Américain. Maintenant, il n'est plus en service. Et il travaillait à l'époque dans le domaine de la pédiatrie. C'était un endocrinologue. Vous savez, tous ceux qui s'occupent de tout ce qui est hormones, fonctionnement des hormones dans le corps. Et lui, il a sorti une vidéo qui s'appelle, vous pouvez le trouver encore sur le net, qui s'appelle Sugar, the Bitter Truth. Excusez-moi, c'est en anglais. Ouais, pour ceux qui peuvent comprendre l'anglais, vous pouvez aller voir. Et cette vidéo, je l'ai regardée à plusieurs reprises. Je me suis dit, tiens, il y a un souci là. Et quand j'ai lu vraiment les dangers potentiels du sucre que nous aimons, nous ne faisons pas de fête s'il n'y a pas du sucre, n'est-ce pas? Et quand je dis à un ami, viens, je te servir quelque chose, viens boire quelque chose, on lui donne du sucre. Et en passant, juste une petite anecdote, je disais aux gens, le crime parfait. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous lui dites, tiens, tous les jours, emmenez-lui un gâteau, tout ce qu'il aime, les bonnes choses qu'il aime. Et si vous intensifiez, vous lui emmenez ça matin, midi, soir, avec les bonnes glaces, avec tout. Et en plus, vous asseyez avec cette personne, vous buvez avec elle. Au bout de peut-être 6 mois, elle va développer une maladie métabolique. Au bout d'1 an, elle sera déjà touchée sur le plan cardiaque, au niveau également respiratoire. Et si elle continue comme ça, avec ce train-là, eh ben, dans quelques temps encore, elle sera soit rattrapée par une crise cardiaque, par une embolie pulmonaire ou d'autres encore, ou encore par un AVC. Vous allez me dire, mais comment le sucre est-il capable de faire tout ça? Je vais vous expliquer. En passant, j'aimerais vous dire que ce soir, j'avais prévu de passer sur la projection. Mais malheureusement, je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'ordinateur, j'ai une touche qui ne marche pas. Et donc, je ne peux pas l'ouvrir. Et puis, je voulais prendre la tablette, et puis là, je me rends compte que ce que je devais, la tablette ne me donne rien, c'est-à-dire le fichier ne s'ouvre pas. Mais c'est pas grave, le sujet, je le maîtrise parfaitement, puisque, juste en passant, j'ai commencé mes premières conférences en 2015 à Châteauneuf, et essentiellement sur le sucre. Donc, actuellement, je suis en train de donner cette même conférence à l'église du Nazaréen, parce que mon désir, c'est de voir les chrétiens en bonne santé. Et je pense qu'il y a d'entre vous des gens qui sont malades, c'est pas la peine de demander. S'il fallait que je pose la question, je dirais qui n'est pas malade, qui ne souffre pas d'une pathologie, qu'elle soit mineure ou majeure. D'accord? Donc ce soir, nous allons parler du sucre. Juste avant cela, j'aimerais prendre ce texte avec vous. Je m'attache à ce thème qui est en bonne santé pour servir. En bonne santé pour servir. Regardez ce que l'apôtre Jean dit dans le livre de 3 Jean, le verset 2. 3 Jean, verset 2. D'ailleurs, généralement, je commence toujours de cette façon avec ce texte pour les conférences sur la santé, parce que je crois qu'il y a un lien direct entre la santé et également la spiritualité. Pour ceux qui ne savent pas, quel que ça soit dans le monde séculier ou dans le monde chrétien,
ou encore dans le monde diabolique, je vais même mettre dans le monde diabolique, là où les gens invoquent les diables, les démons, là où les gens font des pactes avec le diable, ils ont besoin d'être en bonne santé pour entrer en contact avec le monde spirituel. Est-ce que vous le savez? Amen. Donc cela en dit long un peu sur ce que nous devons faire pour la cause de Dieu. Dans le verset 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » L'apôtre Jean va établir un lien direct entre la santé spirituelle et ce qui doit en être de la santé physique. C'est-à-dire que pour lui, son désir, c'est que le potentiel santé qui existe dans l'âme de l'individu puisse influencer son corps physique pour l'amener à être en bonne santé. Si le corps n'est pas en bonne santé, nous ne pouvons pas faire les choses comme nous voulons, nous ne pouvons pas travailler comme nous voulons, nous ne pouvons pas être tranquilles comme nous voulons, nous ne pouvons pas être en paix, et de surcroît, nous ne pouvons pas servir Dieu comme il le faut. Quand on parle du service de Dieu, on ne parle pas forcément d'un service lié soit à la prédication, soit à l'enseignement, ça les services, les ministères qui sont en vue. On parle également du ministère, mais je parle même du ministère d'aide dans la prière où il y a des bien-aimés qui chez eux sont là, fermés chez eux et prient pour l'Église, interviennent. Ce que j'appelle les ministères dans l'ombre. Ce sont ces ministères-là que je pense qu'ils soutiennent l'Église, qu'on ne voit pas. Eh bien, même pour ce genre de ministère, on a besoin de sa santé. Amen. Parce que le jour où le corps vous dit, ah, aujourd'hui on va pas lever, aujourd'hui on va pas prier. Vous pouvez prier, vous pouvez faire ça, oui. Vous n'avez pas envie de prier, vous dites, mais pourquoi j'ai pas envie? C'est le diable qui fait ça. Oui, le diable fait, c'est vrai. Mais nous n'oublions pas que lorsque nous sommes en mauvaise santé, nous relâchons des hormones, notamment du cortisone, et qui va amener une activité, comment dire ça, soutenue au niveau de notre cerveau. Et quand on a besoin d'être en paix, on a besoin que notre rythme cardiaque soit en repos. On a besoin également que l'activité cérébrale ne soit pas active, trop active, et surtout pour que nous puissions être clairs dans nos pensées. Amen. Donc cet homme dira que mon désir pour toi, c'est que tu sois, en un mot, il voulait dire, mon désir pour toi, c'est que tu sois en bonne santé physique. Rien d'autre. Vous pouvez lire le texte, il faut juste faire un résumé. Jean, le souhait de Jean pour Jairus, c'est qu'il soit en bonne santé. Amen. Et je souhaite que vous soyez tous en bonne santé. Vous savez, quand je me réveille tous les matins, je me réveille avec de l'énergie. Ma mère habite à Montgérald. Des fois, quand il me faut aller enregistrer à Radio Évangile, je laisse la voiture à Montgérald, je monte à pied à Radio Évangile, je reviens à pied. Pourquoi? Parce que j'ai de l'énergie à dépenser. Parce que j'ai revu mon alimentation. Cette année, ça fait, à tout casser, ça fait environ 10 ans que je me suis complètement sevré du sucre. Sevré même, sevré. Quand je vous dis sevré, c'est que le sucre n'a plus de... j'ai pas de préférence pour le sucre. J'ai pas de préférence. Le sucre, je le considère comme l'amertume, comme le salé, comme... c'est comme ça. Il y a des gens qui ont bien aimé atteindre ce relation à la rire. J'étais très sucré, vous savez. Auparavant, des fois, j'habite à Montgérald, des fois je descendais à la station avant qu'elle ne ferme, je remontais avec 2 Magnum. J'en mangeais un en chemin et puis l'autre là à la caille. Je disais à mon épouse, tu veux pas de Magnum? Vous savez, vous voyez la façon de poser la question? Tu veux pas de Magnum? C'est pour qu'elle me dise non que je mange. Okay? C'était comme ça. Donc j'aimais sucré. Mais quand j'ai vu cette vidéo, le Seigneur m'a ouvert les yeux dessus. Et ce soir, je vais vous expliquer exactement le pourquoi je dis que le sucre est dangereux. Le sucre est dangereux, pas simplement par rapport au fait qu'il nous apporte du plaisir pour être dépendant du sucre, mais c'est plus particulièrement à cause de la façon dont il est métabolisé dans le corps. Quand je parle de métaboliser, je parle de transformer, à cause de ce qu'il produit quand il est transformé. Dommage, je ne peux pas afficher. Prochainement, je vais afficher vendredi prochain. J'espère que ce sera réglé. Quand j'ai eu l'occasion d'entendre parler des dangers du sucre,
Personne? Oui? Qui a déjà commencé à faire des efforts sur... Ok, considérablement, d'accord. Petit à petit. Mais c'est pas évident. Je vous assure, c'est pas évident. J'ai commencé, j'ai repris. Non mais, attends. Attends, je vais te citer un texte dans la Bible. Cette fois, mon juste fond. Cette fois, je le relèverai. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je me souviens quand j'avais commencé à me sevrer du sucre, après 6 mois d'abstention, entre-temps j'avais déménagé, puis on avait laissé le congélateur, on avait laissé des choses. Alors, je suis retourné pour assembler un peu les derniers effets. Et puis dans le congélateur, on avait laissé une glace. Une glace, c'était une glace, je ne veux pas dire le nom, mais c'était du Nico, entre guillemets. C'était du Nico, une glace au manioc. D'accord, manioc, ok. Et puis pendant que j'étais en train de rassembler les trucs, j'ouvre le congélateur pour voir ce qu'il y a dedans, pour mettre dans les paquets, et ensuite pour débrancher, je vois la glace. Je me dis, ah bon? Et je me suis souvenu que j'avais dit à mon épouse, qu'est-ce qu'on fait de la glace? Mes enfants m'ont dit, ah, papa, on ne veut pas. Mon épouse m'a dit, mais non, c'est pas la peine, moi, je veux pas manger. Alors pendant que je travaillais, vous savez, vous transpirez, tout ça, il fait chaud. Alors j'ai dit, je vais goûter, je vais quand même goûter, même si c'est la dernière fois, je vais quand même goûter. Je vais prendre un petit morceau, une petite, vous savez, une glace d'un litre. Alors j'ai pris un quart, et puis j'ai mangé. Et puis après, je suis repassé, j'ai pris un autre quart. Et puis après, je suis arrivé, j'ai regardé encore, j'ai dit, mais c'est quand même pas la peine de laisser la glace, on va la jeter, et puis j'ai mangé tout le reste. En l'espace en moins de 15 minutes, j'ai mangé 1 litre de glace. Mais je vous assure qu'après ça, j'ai éprouvé un sentiment profond de culpabilité. Culpabilité pas envers Dieu, mais envers moi-même, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas tenu à ma promesse. Je m'étais fait une promesse, et j'ai senti cela comme une trahison envers moi-même. Et j'ai dit, plus jamais. Et là, ça s'est arrêté là jusqu'à présent. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Je me souviens qu'à l'époque, quand M. Lurel, vous vous rappelez de M. Lurel? Ouais, quand il avait commencé ses débats sur le sucre, je me souviens qu'à l'époque, je disais, mais cet homme-là se prend pour qui? Se prend pour qui? Il veut enlever le sucre des choses, elle n'a pas assez sucre qu'elle tire encore. J'aimais le sucre à l'époque. Et ce gars-là, j'étais remonté contre lui, complètement remonté. Je me suis dit, mais qui lui donne le droit d'empêcher aux gens de manger du sucre? Mais ce que je ne savais pas, c'est que M. Lurel, il avait pris ça de M. Le Stick aux États-Unis, qui lui avait mené les études. Mais M. Lurel n'avait pas mené les études. Mais il avait vu les documents, et ainsi il avait présenté ça, qui fait qu'on a diminué un peu sur la quantité de sucre, mais pas en Martinique. Hein. Vous savez ça? Qui est en France dernièrement qui a mangé des yaourts en France? Oui, tu as mangé des yaourts là-bas? Tu arrives à comparer entre les yaourts de là-bas et ici? Ici, c'est trop sucré. Et pourtant, les gens d'ici ont dit qu'ils ont diminué sur les quantités de sucre. Mais en fait, c'est pas vrai. Ok? Donc, tout cela pour dire qu'il y a un lien direct entre la santé. Et je vais vous démontrer ce soir que si on arrive à réduire le taux de sucre dans l'alimentation, on arrive à faire disparaître près de 85, même jusqu'à 95% des maladies que nous connaissons. Et si vous faites ça, la médecine, votre médecin vous verra simplement pour faire des bilans, pas pour vous donner des médicaments. Mon père a 88 ans, il ne prend aucun médicament. Toutes les semaines, je lui emmène ses 4 bouteilles de tisane, 3 à 4 bouteilles de tisane. Il n'est pas hypertendu, ses résultats sont bons, tout est bon. Je me souviens qu'il avait passé une phase de problème au niveau du côlon. Ça s'est réglé. Et puis là, il est en train de reprendre du corps, reprendre du poids à 88 ans. Maintenant, je lui donne des choses pour sa mémoire. Parce qu'on peut retrouver la mémoire. Donc le sucre, on va parler de la composition du sucre et comment les deux parties, parce que le sucre est composé de 2 parties. Essayez de vous accrocher, on n'a pas de support visuel, mais c'est de retenir, c'est de noter. Le sucre est composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. D'accord? Quand on parle de glucose, on va parler de la partie qui n'est pas sucrée. Généralement, le glucose n'est pas sucré. Mais par contre, le fructose, c'est ce qui donne ce goût sucré. Si vous enlevez le fructose, il n'y a pas de goût dans le sucre. Et
Le fructose, on le retrouve un peu partout dans notre alimentation. On le retrouve dans nos viennoiseries, on le retrouve dans nos glaces, on retrouve le fructose dans tout, parce que le sucre se retrouve dans tout. Et il y a également un endroit où on retrouve le sucre, plutôt le fructose, également du sucre sur certaines formes, c'est dans les fruits. Parce qu'on dit généralement que le fructose est le sucre des fruits. Mais dans les fruits, il n'y a pas que du fructose, mais il y a également du glucose. Retenez bien les deux. Fructose, glucose. C'est dommage, hein, j'ai pas... Enfin bref. Le glucose et le fructose. Le glucose, tout le corps l'utilise. L'organisme entier l'utilise. Toutes nos cellules du corps utilisent le glucose. On a besoin de glucose pour fonctionner. Le glucose est métabolisé dans... Notez également ce petit mot. Essayez de retenir ceci parce que je vais revenir dessus. Les mitochondries. On parle de mitochondries. Mitochondries, c'est ce que j'appelle les petites centrales de production d'énergie dans le corps. Vous savez, dans notre corps, on a dans les cellules, dans chaque cellule, hein, nous avons un grand nombre de mitochondries, c'est-à-dire de petites centrales de production d'énergie. Lorsque vous mangez par exemple des féculents qui vont être métabolisés ensuite, qui vont arriver dans votre sang sous forme de glucose, et ce glucose sera oxydé, c'est le terme qui est employé, notamment pour... Est-ce qu'il y a des gens qui font de la mécanique là? Non? Ok. Quand on parle d'oxydation au niveau du moteur, on parle de carburant également d'oxygène. Il ne peut pas y avoir d'oxydation s'il n'y a pas la combinaison des deux. Et c'est l'oxydation qui va produire de l'énergie. Avec cette étincelle dans le moteur, ça va produire de l'énergie. Mais pour nous, on n'a pas d'étincelle dans le moteur. On a le glucose et le fructose qui arrivent dans les mitochondries, dans les petites centrales de production d'énergie, et qui, avec l'apport d'oxygène que nous avons dans notre corps, ces trois éléments vont produire de l'énergie. Cette énergie sera appelée ATP. Je ne vais pas rentrer dans trop de termes biochimiques pour ne pas nous faire perdre la tête, mais au moins retenez mitochondrie, ATP, ou encore vous pouvez parler de petites centrales de production d'énergie, également de molécules d'énergie. Les ATP, ce sont des molécules d'énergie qui vont nourrir tout notre corps. C'est ce qui va me permettre d'être en mouvement. Je suis en mouvement parce que mon corps produit des ATP. Soit par du glucose, quand on mange des féculents, ou encore soit par des lipides, quand on mange du gras. D'accord? Quand on mange du gras, on produit également la même chose. Parce que le corps, vous savez, nous sommes hybrides, comme les voitures hybrides. On peut marcher à la fois, soit avec du glucose, ou encore avec des lipides. Quand je parle de lipides, je parle de gras, de graisse. Je prends un exemple. À quel moment notre corps fonctionne-t-il aux lipides, au gras? Eh bien, lorsque nous jeûnons. Lorsque vous avez passé 3 jours de jeûne, vous avez puisé votre réserve, ce qu'on appelle de glycogène. À ce moment-là, le corps puise dans ses réserves. Mais même avant d'aller jusqu'à 3 jours, lorsque vous avez mangé à la veille, si vous avez mangé la veille, vous avez mangé par exemple à partir de 20h, hein, de 20h jusqu'au petit matin, durant toute la nuit, votre corps va utiliser certes du glucose, mais à un certain moment, il va s'arrêter d'utiliser du glucose parce qu'il n'y a plus le taux d'insuline va baisser et pendant la nuit, pendant que vous allez dormir, votre corps va utiliser le gras que vous avez sur la peau. Et ce qui nous fait arrêter cette utilisation, c'est lorsque nous prenons un petit déjeuner à base de féculents. Mais si nous ne prenons pas un petit déjeuner à base de féculents, cela continue jusqu'à ce qu'on consomme du glucose. Vous avez compris? Donc, qui fait que le corps utilise comme ça. Mais en ce qui concerne le sucre, j'entends souvent dire, notamment au niveau des diététiciens, et malheureusement, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux, des gens qui également donnent des conseils sur la santé. Vous savez, il est bon de savoir comment le corps fonctionne pour ne pas répéter ce que disent les autres. C'est très important. Il faut savoir que lorsque l'on dit que le fructose c'est une calorie, plutôt pas une calorie, c'est le fructose produit des calories, égale à 4 calories. 1 gramme de fructose, c'est 4 calories. C'est vrai ça? Tout le monde le dit. 1 gramme de glucose, c'est 4 calories. 1 gramme de gras, c'est 9 calories. Mais quand j'entends les gens dire
si tu bois un verre de jus, tu vas courir, tu vas pouvoir consommer ce que tu as bu. C'est pas vrai. Tu vas consommer le glucose, mais pas le fructose. Je vais expliquer pourquoi. Le glucose, tout mon corps va l'utiliser. Mon cerveau va l'utiliser, tout. Mais qu'en est-il du fructose? Le fructose, donc notez bien 50% de fructose et 50% de glucose. Le fructose, mon corps ne va pas l'utiliser. Mon corps ne l'utilise pas du tout. La façon dont il est métabolisé dans mon foie, puisque en fin de compte c'est le foie qui va métaboliser en grande partie, plutôt je dirais essentiellement le fructose. Lorsque je consomme du jus, par exemple, généralement on voit à peu près qu'il y a 12 grammes de sucre. 12 grammes de sucre, ça veut dire qu'il y a 6 grammes de fructose. Ces 6 grammes de fructose vont arriver dans mon foie et vont être métabolisés, vont produire vont générer des produits qui n'ont rien à faire avec la santé, qui au contraire détruisent la santé. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait des bonds. Et je me suis dit non, je ne peux pas me détruire comme ça. Lorsque le fructose arrive dans notre foie, il produit premièrement de l'acide urique. Vous connaissez l'acide urique? Vous avez entendu parler de l'acide urique? Avec les dégâts que ça produit dans le corps, il va produire de l'acide urique qui à son tour va générer ce qu'on appelle des radicaux libres. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ça. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui vont abîmer les cellules, qui vont abîmer les mitochondries, les centrales électriques, qui vont les détruire. Comme si vous avez un moteur et vous amusez à mettre dans votre moteur des produits qui vont l'abîmer. C'est exactement ce qui se passe quand on consomme du fructose. Le fructose, quand il arrive, il va produire de l'acide urique. L'acide urique va produire des éléments va agir sur les mitochondries, va les abîmer, va abîmer les cellules. Et par-dessus tout, quand ça crée des dégâts, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, il y a une production d'inflammation, premièrement due à la présence de l'acide urique, qui produit de l'inflammation, mais également, surtout, par le fructose en lui-même qui va, de par sa présence, générer de l'inflammation. Le simple fait qu'il soit présent génère de l'inflammation dans le corps. Et quand il y a de l'inflammation, eh bien, il y a une montée de cortisol. Ça augmente. Le cortisol augmente. Et quand il va augmenter, eh bien, vous savez, si vous avez une montée de cortisol, c'est rapide et puis ça redescend. Il n'y a pas de souci. Le cortisol est là normalement pour venir calmer l'inflammation, faire baisser l'inflammation. Mais si vous avez un taux de cortisol de manière répétée, un taux de cortisol élevé de manière chronique, à ce moment-là, ça devient pathologique. D'accord? Et le taux de cortisol, je n'ai juste quelques effets, on ne va pas entrer dans tous les détails. Le cortisol, quand vous avez un taux de cortisol élevé, qu'est-ce que ça produit chez l'individu? Le taux de cortisol va élever le glucose sanguin. Comment il va faire ça? Eh bien, il va s'attaquer à vos muscles. On a du muscle, ça va s'attaquer au squelette musculaire et ça va décomposer les muscles pour produire du glucose. Pour cela qu'on perd de plus en plus de muscles aujourd'hui. On voit les hommes sont moins musclés, les femmes sont moins musclées qu'avant. Tout le monde perd beaucoup de muscles et tout le monde prend beaucoup de gras à cause de cela. Et une particularité également du cortisol, c'est que le cortisol produit de la graisse abdominale. C'est directement lié. Pour cela que les gens qui arrêtent de consommer du sucre perdent leur ventre. Bon, quand j'ai arrêté de manger du sucre, juste une idée, hein. Pour ceux qui veulent, ça aurait commencé, tu peux reprendre ton bâton de pèlerin, il n'y a pas de souci. Quand j'ai cessé ma consommation de sucre, écoutez bien, sans faire de sport, sans rien faire, j'ai perdu 10 kilos. Sec. Sans rien faire. Vendredi prochain, je vais expliquer pourquoi. Parce que tout est lié. J'ai perdu 10 kilos. Et en perdant ces 10 kilos, la première chose que j'ai perdue, ça a été mon ventre. Parce que c'est directement lié. Donc, on doit comprendre que si le fructose produit des agents inflammatoires qui abîment les mitochondries, si vous avez une voiture que le moteur est abîmé, on peut pas sauter. N'est-ce pas? Et vous savez pourquoi on ne meurt pas d'un coup?
Parce que Dieu nous a dotés de milliards de cellules. Je crois qu'on a près de 7 milliards de cellules. On en a qui meurent, mais on en a d'autres qui remplacent. Mais arrivé à un certain âge, ça ne peut plus se faire à un rythme assez accéléré, donc qui fait qu'on a des pathologies, on développe des pathologies. C'est pour ça. Et ce que ça va créer encore, ce que ça va générer, bon, la cellulite génère encore beaucoup de choses, je ne vais pas m'arrêter dessus, peut-être qu'on reviendra dessus. Ça va également générer au niveau du foie, ça va générer des triglycérides. Qui a déjà entendu parler des triglycérides? Qui a déjà fait des examens sanguins? Ok. Sur le papier, vous voyez triglycérides, d'accord? Les triglycérides. Les triglycérides sont essentiellement produits par le fructose. Alors, il y a des gens qui prennent des médicaments pour essayer de juguler ceux qui peuvent régler dans leur alimentation. Si on a un taux de triglycérides élevé. Et dans les triglycérides, quand on parle de triglycérides, on va parler d'un ensemble de gras produits dans le corps. Et sachez que ça commence au niveau du foie. Lorsque vous buvez un verre de jus, 15 minutes après, ce verre de jus arrive dans votre foie. Ça va arriver, avant que ça arrive dans le foie, ça arrive dans le côlon. Dans le côlon, entre le fructose et le glucose, il y a un lien. Il y a un lien entre les deux qui les relie. Et ce lien va se rompre. Le glucose va partir de le sang, va être utilisé, et le fructose part dans le foie. Et résultat, du gras, 15 minutes après, on produit de l'acide urique et on produit du gras. C'est comme ça. Donc, est-ce que le fructose est utilisé comme énergie? Non. En plus, ce qui est surprenant, une chose également, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est que le fructose va également annuler, dans ce processus, va annuler la production d'énergie. C'est-à-dire qu'au lieu de produire des ATP, on produit de l'acide urique et on produit du gras. Lorsque vous mangez du glucose, des féculents, c'est métabolisé en glucose. Et lorsque le glucose arrive dans le foie, ça produit des ATP et vous avez de l'énergie. Mais lorsque vous mangez du fructose, ça produit du gras, de l'acide urique, de l'inflammation, et j'en passe. Yes. Yes. Go ahead. Go ahead. Go ahead, ok. Yes. En français, hein? Yeah, non, il n'y a pas de problème. Oui. Merci. Mais dans les fruits, tu as expliqué qu'il y a du fructose. Il y a du fructose dans les fruits. Est-ce que le fructose méchant là que tu es en train de me décrire, c'est le même? C'est celui des fruits naturels ou c'est celui de tous les fruits transformés en jus et tout? Ce sont les molécules qu'on retrouve à la fois dans les fruits, également dans la canne, dans la betterave, dans tout ce qui est sucré, on retrouve. Quand on me dit de manger 5 fruits et légumes par jour, on m'endort alors? On t'endort puisque ça c'est une recommandation américaine, c'était pour relancer la machine économique américaine. Et c'est dans la bouche de tous les médecins maintenant. Et quand le matin je me dis, bon, au lieu de manger un morceau de pain, je vais manger une banane, et c'est la plus mauvaise des choses à faire. D'accord. La plus mauvaise des choses. Quand je dis je vais manger une pomme, c'est une mauvaise chose aussi. Exactement. Donc 0 fruits. Par contre, je vais expliquer ça. Tu m'as vu arriver. Non, vendredi prochain. Non, et pourtant je ne mange pas de fruits, je mange un. Et la mangue de chez nous. Non, je vais expliquer. Bon, j'ouvre le débat, j'en parle dessus rapidement. Bon, ça m'oblige à en faire une entorse sur ce que je dois dire prochainement. Mais je dis quand même s'il faut que je revienne dessus. Il faut savoir que quand on nous dit, vous avez entendu, manger 3 fois le jour, ne manquez pas un repas. Non, mais ça... Quelqu'un qui ne manque pas de repas mourra beaucoup plus vite. D'accord? Attention, si vous utilisez un moteur tout le temps, vous ne le nettoyez pas, il finit par mourir de manière prématurée. Auparavant, maintenant on n'a plus cette possibilité, mais je me souviens à l'époque, tu as dû connaître ça, à l'époque, quand on avait les voitures qu'on pouvait régler soi-même avec la vis d'enrichissement, moi j'allais à la station d'essence, j'accélérais, je lançais un peu d'eau dans le carburateur et je décalinais. Après la voiture retournait, ça tournait comme on dit, il était comme on est, parce qu'on nettoyait.
Maintenant, pour nettoyer une voiture, on a besoin d'aller chez le mécanicien. Encore, on a besoin d'acheter des produits pour mettre dedans. Pourquoi je prends cette métaphore? C'est parce que le corps a besoin d'être restauré. Dieu nous a donné une faculté de restauration naturelle dans le corps. Et quand on mange de manière régulière, on ne donne pas de temps de pause à son organisme, où on lui envoie tout le temps de la nourriture à gérer, à métaboliser. Il n'a pas le temps de faire le ménage. Entre-temps, nous accumulons des déchets, on accumule des choses. Et qui dit déchets dit pathologie également. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme dans le corps qui est inscrit là, qui s'appelle l'autophagie. Qui a entendu parler de l'autophagie? Autophagie. Ok. L'autophagie, c'est un mécanisme qui permet au corps de se restaurer, de se nettoyer naturellement. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas mangé, votre taux d'insuline est bas, le taux de glutamine est à 0. Et à ce moment, le corps, il y a des cellules spécifiques qui vont sortir et qui vont faire le ménage, qui iront chercher des protéines abîmées, qui iront chercher ce qu'on appelle des cellules sénescentes. C'est pour ça que les cellules sénescentes, ce sont des cellules qui sont malades, ce sont des zombies et qui refusent de mourir, qui sont abîmés, qui parcourent le corps et qui causent des problèmes. Et notamment, quand on a également des protéines abîmées, sans le savoir, on a des parties en soi-même, on a des protéines qui sont abîmées, et puis on a des parties dures dans le corps, on a des cellules qui sont là, et ça reste là. Et quand ça reste là, on développe des pathologies. Alors, quand on ne mange pas, soit le matin, ou encore le soir, je dis aux gens de choisir, soit le matin, ou encore le soir, le corps fait le ménage, à votre insu. Et en plus, ça vous permet de réguler votre poids. C'est-à-dire, ce que vous avez stocké sous forme de gras dans la journée, parce que si vous mangez des féculents, systématiquement, vous stockez également du gras. Le corps utilise une partie est stockée. À ce moment, le corps utilise cette partie qui n'est pas, qui est stockée, parce que vous lui laissez le temps de puiser dans ses réserves. Vous savez, le gras qu'on a sur la peau, ce sont des réserves. Hein? Ce sont des réserves. L'homme qui a jeûné le plus longtemps au monde, c'est un Américain. Il a jeûné plus de 347 jours. Je crois que c'est 347 jours, si je ne me trompe pas. Mais c'est plus de 300 jours. Il a jeûné pendant plus de 300 jours. C'est-à-dire qu'il n'a fait que boire de l'eau. Il passait voir son médecin. Je ne vous dis pas de faire ça, après moi. il passait voir son médecin et on lui donnait des électrolytes. Les électrolytes, c'est un ensemble de minéraux tels que les électrolytes qu'on connaît. On a le calcium, le potassium, le magnésium et le sel. Donc ce sont des électrolytes. C'est ce qu'il prenait. Et il a jeûné pendant plus de 300 jours. Je crois que c'est 347. Il faut que je revoie. Et pourquoi il a jeûné? Près d'une année. Près d'une année ou plus d'une année. Pourquoi a-t-il pu jeûner autant? Parce que c'était un gars qui faisait près de 300 kilos. Donc il avait suffisamment de réserves. Notez bien que je vous ai dit tout à l'heure qu'un gramme de gras, c'est 9 calories. Pour moi, un homme, j'ai besoin de près de 2800 calories par jour. Si j'ai besoin de près de 2800 calories par jour, ça voudrait dire que s'il fallait que je jeûne pendant un temps long, il aurait fallu que je puisse calculer, comment ça s'appelle, mon indice de masse corporelle pour connaître ma quantité de gras, pour ne pas aller au-delà de ce que mon corps peut supporter. Parce que lorsque vous jeûnez, tout le monde n'a pas la possibilité de jeûner le même nombre de jours. Quelqu'un qui est skinny, qui est mince, qui n'a pas tellement de gras, ne peut pas jeûner pendant longtemps. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus enrobé peut jeûner beaucoup plus longtemps. Et cet homme a pu jeûner. Mais qu'est-ce qui se passe là dans ça? C'est que il faut savoir que lorsqu'on consomme du fructose, on stocke de la graisse. Quand on consomme des féculents, on en stocke également. D'accord? Ça, c'est indéniable. Mais il faut savoir également que si on ne prend pas le temps de jeûner, je ne parle pas de jeûne de 24 heures, mais de jeûner soit le soir, à partir du soir jusqu'au matin, ou à partir du matin jusqu'à midi,
le corps n'aura pas la possibilité de faire ça. Et je vous assure que ce simple petit geste vous ramène un peu de santé. Si vous êtes diabétique, votre taux de glucose va baisser. Je sais que le médecin vous dira, ne restez pas sans manger. Parce que vous devez prendre de l'insuline, vous devez prendre vos médicaments. Et c'est pour cela que les gens ne guérissent pas du diabète. Par contre, tous ceux qui guérissent du diabète, parce que je vous l'assure, on guérit du diabète. On guérit du diabète. Peut-être que vous n'avez pas entendu. Le diabète se guérit. Le médecin vous dit que le diabète c'est une maladie évolutive. Ça voudrait dire que ça ne se guérit pas. Il y a la phase terminale du diabète. Le début, phase terminale. On estime qu'après 30 ans, ça y est, on peut déjà espérer que cette personne va mourir soit d'une crise cardiaque, ou encore si elle meurt par d'une crise cardiaque, elle va développer la maladie d'Alzheimer, les maladies dégénérescentes du cerveau, et elle va développer toutes sortes de pathologies. Mais je vous dis que le diabète se guérit. D'accord? On ne va pas rentrer dans ça, mais ça se guérit. Excuse-moi, Marius. Oui. Donc, excuse-moi, hein, mais Rosie et moi, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos mangues. Non, je reviens dessus, justement. Non, je reviens dessus. Les fruits, qui s'est entendu dire par son médecin, si vous mangez des fruits, mangez avant le repas. N'écoutez pas ça. Non, moi, mon médecin me dit de manger après. N'écoutez pas ça. Même pas après. Même pas après. Jamais. Même pas après. Si le médecin vous dit ça, posez-lui la question. Dites-lui d'après quelle étude. Il s'appuie sur quelle étude pour vous dire ça? Parce que j'ai remarqué que les médecins ont une fâcheuse habitude de simplement répéter en Jacques répète ceux qui sortent des États-Unis. Tout ce qu'on dit ici, au niveau de la médecine, ça revient de là-bas. Lorsque vous mangez un fruit avant de manger, votre taux de fructose dans votre corps va vous rendre résistant à l'insuline. Par quel bien? Par le bien de la présence d'acide urique. L'acide urique va vous rendre résistant à l'insuline, ça veut dire que votre corps va produire de l'insuline, mais parce que vous êtes devenu résistant à cause de la présence d'acide urique, cet acide urique va empêcher à l'insuline de pouvoir faire son travail. Donc vous allez manger du glucose, le pic d'insuline, certes, vous aurez un pic d'insuline, mais le plateau sera beaucoup plus long. Au lieu de redescendre au bout de 2 heures, 2 heures et demie, eh bien, vous êtes là encore avec de l'insuline, peut-être sur 3 heures, 4 heures, certaines personnes jusqu'à 6 heures, même 7 heures. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Votre corps se détruit. Et quand vous mangez après le repas, ça produit exactement la même chose. Non, je dis aux gens, vous mangez des fruits, attendez d'avoir digéré totalement. Vous mangez vos fruits en fin d'après-midi, vers 16h, 17h. Loin des repas. Minimum, près de 3 heures après les repas. Parce que vous avez déjà fini de manger, votre taux d'insuline, vous avez eu le pic d'insuline, c'est redescendu. Donc quand vous allez manger votre fruit, vous n'avez pas de présence de d'autres aliments, de présence de d'autres calories. Parce que s'il y a la présence de d'autres calories, votre corps va stocker les calories qui sont là. Parce que vous allez devenir résistant à l'insuline. Vous savez, tout il y a ce qu'on appelle une relation de cause à effet. Si vous êtes résistant à l'insuline, tout le monde comprend ce que je dis quand je parle de résistance à l'insuline, c'est quand l'insuline ne peut pas accomplir son travail efficacement. L'insuline doit faire quoi? Lorsque vous mangez, votre insuline monte. Si vous avez mangé du glucose, l'insuline va être produite par le pancréas. Le pancréas va dire ça y est, il va produire l'insuline à la demande. Et cette insuline ira un peu comme ouvrir les cellules, leur dire ça y est, il y a des glucoses qui rentrent. Vous allez devoir oxyder le glucose et alors le travail est fait. Mais quand il y a une présence constante d'insuline à cause du fait que déjà l'acide urique présent dans notre corps, cet acide urique va empêcher à l'insuline de faire son travail. Donc déjà quoi? De pouvoir accéder aux cellules. Donc il n'y a pas cette accessibilité. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir mettre du temps. Et même après avoir métabolisé ce que vous avez mangé, transformé ce que vous avez mangé, certaines personnes restent encore avec un surplus d'insuline qui les met en hypoglycémie. Pour cela que certaines personnes se réveillent le matin en hypoglycémie. Comprenez ça? C'est le taux excessif d'insuline dans le sang. Et c'est pour cela qu'on n'aura pas le temps vraiment de développer ça, mais vous savez, il y a toute une biochimie derrière
pour bien expliquer comment les choses se passent. Et j'aime bien rentrer dans ces détails pour dire, bon voilà, vous mangez du fructose, le fructose vous rend résistant à l'insuline, et tout ce que vous allez manger après va en grande partie être stocké. J'anticipe, je vais revenir dessus vendredi prochain. Il y a également un mécanisme qui va se déclencher parce que vous êtes résistant à l'insuline. Votre taux de glucose va augmenter. Quand votre taux de glucose dépasse les 120, il y a un mécanisme qui s'appelle la voie poliole, pour ceux qui connaissent un peu au niveau de la santé. La voie poliole, c'est un mécanisme où le corps va prendre du glucose pour le transformer en fructose. C'est un peu comme si vous buviez du jus. Même si vous n'avez pas bu de jus, si on analyse votre sang, on voit que vous avez un taux de fructose élevé dans le sang. Ça va produire du fructose et également du sorbitol. Vous avez entendu parler du sorbitol? N'achetez pas les bonbons sorbitol ou les trucs sorbitol pour dire qu'il n'y a pas de sucre. Le sorbitol, quand vous le consommez, il se transforme en fructose également. Le sorbitol, c'est un précurseur du fructose. D'accord? Donc, il fait que lorsqu'on est résistant à l'insuline, on va également produire ce qu'on appelle du fructose endogène, c'est-à-dire du fructose dans notre corps. C'est nous qui produisons cela. Ce n'est pas un jus que nous buvons, mais c'est le corps même. Et d'ailleurs, on estime que lorsque ce mécanisme est activé, il est difficile de désactiver ce mécanisme si on continue à boire des choses sucrées, à manger des choses sucrées. Et c'est pour cela que lorsqu'on s'arrête de prendre du sucre, on perd du poids parce qu'on arrête ce cercle vicieux. C'est pour cela que les gens qui arrêtent de consommer du sucre retrouvent leur poids. Je me souviens à l'époque, la plupart d'entre nous, ont connu l'époque où en Martinique, il n'y avait pas d'hommes avec de gros ventres, c'était uniquement ceux qui buvaient de la bière. Quand je connais des gars qui buvaient de la bière, tout le monde n'y buvait de la bière. Ouais. Non, pas beaucoup, moi ça. Oui, donc c'était comme ça. Donc vous avez connu à l'époque également, dernièrement je regarde encore les images de la Martinique dans les années 70. Mais c'est moi, toutes ces bougas, les femmes sont svelte, des femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et qui pourtant ont retrouvé leur poids. Qu'est-ce qui vient perturber tout ça? Le sucre. Que ce soit le sucre direct, ou encore, il y a certaines personnes, j'entre dans ce domaine, certaines personnes qui ne consomment pas trop de sucre, j'en connais, et qui accumulent du gras. Pourquoi? Parce que soit ces gens vivent dans une condition de stress, soit c'est un stress, actif, un stress provoqué, un stress vécu pleinement par la personne, ou encore inconscient, soit issu d'un traumatisme qui remonte à très longtemps, et c'est pour cela qu'on a besoin de désactiver tout cela. Vous avez compris? Donc c'est comme ça, on va voir, on ne pourra pas tout prendre. Ouais, l'heure passe tellement vite, mon café est là, bon Dieu, l'heure passe très vite. Oui. Il faut que tu nous donnes comment à ce moment-là, le matin, on vient prendre mon petit déjeuner avec banane, avec moi. Oui, j'avais réservé ça pour vendredi prochain. Je vais finir avec le sujet en moins une partie, je n'aurai pas le temps. Vous savez, généralement ces conférences, quand je mène ces conférences, ce sont des conférences de 6 heures, 8 heures plutôt, 8 heures. Je l'ai fait avec l'église de la MPE, de Rivière-Pilote, ça a été sur 4 interventions de 2 heures. Et puis après, on s'était permis de prendre 1 heure de questions, parce que ça s'était passé l'après-midi. Mais il y a beaucoup à dire dessus. On reviendra, rappelez-moi ça demain soir. Je vais parler de la nutrition demain soir. Demain? Donc on va parler. Pas demain soir, vendredi prochain. Il y a quand même de ceux qui aiment quand même le petit sucre. Mais oui. Tout en voulant faire des efforts pour ne pas entrer dans ce mécanisme pervers, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sucrer sans pour autant que cela produise Non. Vous savez ce que je dis aux gens? Non, le miel c'est un poison, attention. Si vous remplacez le sucre par le miel, vous êtes pire parce que le miel contient plus de fructose que le sucre.
Il y a des gens qui avancent que le miel contient des antioxydants, des ceci, des cela. Mais il y a des études. Ils ont mené des études, ils ont pris deux groupes de personnes. Et pendant un certain temps, on a donné à chacun des groupes un groupe qui consommait du jus et puis l'autre groupe qui consommait du miel. À la fin de l'étude, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous les deux développé les syndromes métaboliques et chez certains les maladies métaboliques. Parce que c'est le fructose. Le sirop d'agave, pareil. Vous savez, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que, non, je vous le dis, on le dit comme ça, on sourit. Mais il faut savoir que dans son métabolisme, le fructose va stimuler la même zone de récompense qui est stimulée par la cocaïne, par l'héroïne, par les drogues dures. Et quand cette zone est stimulée de manière permanente, ça laisse une addiction. Et prochainement, je vais vous montrer entre les effets produits par une personne qui est alcoolique chronique et une personne qui consomme du sucre. On verra que c'est exactement la même chose. Et à la fin, on verra que les deux développent de l'addiction. Pour cela que c'est difficile de... Je vous assure, c'est difficile. Hein? Le simple fait quelquefois auparavant, quand je pensais à un amour gâché, je salivais. Oh là 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 là. Quand je pensais à un Robinson, je salivais. Quand je pensais à ces choses, je me souviens à l'époque, bon, j'en parle maintenant avec du recul, ça ne me fait pas saliver. Quand je pensais à un cornet, je salivais. Les choses que j'aimais. Ou encore, une tarte au coco que j'aimais bien, des trucs comme ça. Je me suis désucré. Ces choses-là ne m'attirent plus, mais si on se rencontre en famille ou je suis invité quelque part, je peux manger du sucre, j'ai pas de souci. Mais avant de manger du sucre, je prends certaines tisanes. Parce que je ne veux pas que ça ait ses effets sur moi. Je prends les tisanes pour que ça arrête ses effets, pour que je ne sois pas une victime de ce que je mange, que ma bouche ne m'emmène pas au trou. Ok, d'accord. Bon. Exactement. Bon, on va continuer. Je préfère finir avec un peu les effets du sucre. Bon, le fructose, qu'est-ce qu'il va produire encore? Vous savez, vous avez entendu parler, vous entendez tout le temps parler de maladies métaboliques. D'accord? On parle également de maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous savez que les maladies cardiovasculaires sont number one, comme je dis? La première cause de mortalité dans le monde, c'est ça. Je ne parle pas des accidents et compagnie. Je parle au niveau des populations. Le cancer commence à venir derrière. Et on estime que le cancer sera au même niveau, puisqu'on s'est rendu compte que depuis après le Covid, il y a une explosion des cancers. Mais les maladies cardiovasculaires sont passées en tête de liste. Chaque année, il y a des millions et des millions de personnes qui meurent. Auparavant, on me disait, d'ailleurs, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui le disent, quand les gens viennent me sortir ça, je leur dis, attention, je ne suis pas toi. Ils disent, mais tu sais pas, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut faire une crise cardiaque. Je leur dis, pas moi. Parce que rien ne vient par hasard, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une relation de cause à effet. Bon, pour ceux qui sont là. Je vous assure, pour les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans, savent très bien qu'à leur époque, quand on parlait de crise cardiaque, c'était très rare à l'époque. C'était rare. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, même chez des enfants de 8 ans, il y a des crises cardiaques? Et quand on regarde leur cœur, on voit que leur cœur est déjà abîmé. Je ne parle même pas des sportifs. Les sportifs, chez eux, il y en a beaucoup. J'ai suivi une compilation de sportifs, particulièrement de footballeurs, qui sont morts sur le terrain. Je ne parle pas pendant le Covid, mais bien longtemps avant le Covid. Même également les sportifs, les bodybuilders, il y en a beaucoup qui sont morts, qui meurent. Il y en a encore un qui est mort, 31 ans, il est mort, tout jeune. Son cœur arraché. Il y a toujours une relation de cause à effet. Pourquoi? Qui est déjà rentré dans les salles là où ils vendent du matériel de sport? Ou encore Décathlon. Mais ils ont plein de produits. Quand vous regardez devant là, ce sont des produits sucrés. Pas des produits sucrés pour les sportifs.
Et il pose sur lui à leur sportif, il leur dit, ça y est, c'est de l'énergie, ça va vous donner de l'énergie. Mais le fructose ne donne pas d'énergie, ça détruit l'énergie. Ça détruit les ATP. Il y a une soeur qui m'a dit, mes frères, mais quand je suis fatigué, que je prends un coca, à peine que j'ai pris le coca, je suis réveillé. Alors je lui dis que ce n'est pas le coca parce que tu n'as pas encore digéré, tu n'as pas encore métabolisé, c'est simplement l'effet de la dopamine dans ton cerveau. D'accord? C'est l'effet de la dopamine. Et ça je me souviens il y a plusieurs années, il y a plus d'une quinzaine d'années, j'avais un ami qui était sorti de France, on était passé chez sa maman, et j'étais très fatigué ce jour-là, je m'endormais sur le volant. Et puis il m'a dit, tiens Marie, je te donne un peu de coca. Il m'a donné le coca, j'avais encore le coca dans ma bouche que j'étais déjà réveillé. C'est de la dopamine, rien d'autre. La dopamine vous fait faire des choses. La dopamine, même si vous n'avez plus d'énergie, la dopamine vous fait courir des kilomètres si vous savez qu'à la clé, il y a un résultat. C'est comme ça. Donc le fructose va faire quoi? Comment est-il impliqué dans les maladies métaboliques? Quand je parle de maladies métaboliques, je vais parler premièrement des syndromes métaboliques. Vous avez entendu parler de syndromes? Et on va les citer. Parmi ces syndromes, on a l'obésité viscérale, c'est-à-dire la graisse dans le ventre, la circonférence. Deuxièmement, nous avons, j'aurais pu mettre la résistance à l'insuline au départ. Premièrement, la résistance à l'insuline, on va mettre au départ. Ensuite, l'obésité viscérale, le taux de HDL, le taux bas de HDL. Quand vous faites vos résultats, vous allez prendre vos résultats sanguins. On vous dit, ah, votre taux de LDL est trop élevé, le taux de HDL est bas. Encore, je vais traduire ça. Vous avez un taux de cholestérol trop élevé. Qui a déjà entendu ça? Ok, d'accord. D'autres pas même ça. On va en parler. Et donc, il y a le taux de cholestérol élevé. On a également, donc je disais, obésité viscérale, taux de cholestérol élevé, la résistance à l'insuline, le taux de triglycérides élevé, c'est-à-dire le taux de graisse dans le sang élevé. Et puis en dernier lieu, ce qui tue la plupart des gens, c'est quoi? Hein? L'hypertension. L'hypertension. Quand une personne fait une congestion, généralement c'est dû à l'hypertension. Des fois, parce qu'on dit que l'hypertension c'est un tueur silencieux. Des fois, vous ne savez même pas que quand votre tension est élevée. Vous avez une tension très élevée, vous êtes là. Et vous faites un malaise, et puis on se rend compte, on dit, tiens, on va contrôler sa tension. Ah, il fait 25 de tension, 25 de tension. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est le fruit de quelque chose. Alors, pour essayer de détourner l'attention, je dis comme ça. Alors on fait toutes sortes de colloques pour dire, ah, c'est la pollution qui est dans l'air, c'est dans la nourriture que ça se trouve, que tout ça, on détourne l'attention ailleurs. Mais quand on s'arrête sur le fructose, on voit que le fructose est directement lié à ça. Et on va en parler maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la résistance à l'insuline. Lorsqu'on consomme du fructose, on devient systématiquement résistant à l'insuline. Systématiquement. Cette résistance peut durer quelques heures, ou si on a l'habitude de le faire, le corps va enregistrer, ce sera votre façon de fonctionner, vous serez de manière naturelle, programmé pour être résistant à l'insuline. Et quand vous êtes résistant à l'insuline, c'est difficile d'en sortir. Après, il y a tout un changement d'alimentation à faire. Il faut couper court avec la source, c'est-à-dire le fructose, pour que le corps se déshabitue, que les cellules reprennent le cours de leur fonctionnement. Ok? Donc la résistance à l'insuline va provoquer, notez bien, vous pouvez noter ça, le déclenchement de ce qu'on appelle la voie poliole, ou encore voie sorbitole. Notez bien que ce mécanisme-là va transformer le glucose en fructose dans le corps. Donc vous tombez dans un cercle vicieux. Vous avez bu un peu de jus. Si vous en avez juste un peu là pour aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais je dis bien souvent bien aimé, Dieu nous a donné combien de jours dans la semaine? 7 jours. Je leur dis, Dieu vous a donné 7 jours. Donnez votre corps quand même 5 jours de repos. Ne lui donnez pas du fructose.
Parce que le fructose, il est métabolisé dans le corps comme une toxine. Vous connaissez une toxine? Une toxine, c'est ce dont le corps ne veut pas. Pourquoi c'est une toxine? Parce que ça produit quoi? Des triglycérides, c'est-à-dire de la graisse, de l'acide urique pro-inflammatoire qui détruisent les mitochondries, qui détruisent les cellules. Quand je parle de destruction des cellules, je parle dans tout le corps. Hein. Ce n'est pas uniquement au niveau de la cage, dans le cerveau également. Partout. Quand tu parles de graisse, il n'y a pas besoin de graisse quand même. Pas de cette graisse-là, parce que cette graisse-là vient compromettre la santé. C'est cette graisse-là juste qui conduit aux maladies cardiovasculaires, qui vont s'accumuler dans les vaisseaux sanguins. Pas comme on vous a dit, la graisse animale, hein? À part vous, hein? Menti ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette graisse-là va s'accumuler, et dans cette graisse-là, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on ne mesure pas lors de vos examens sanguins, c'est ce qu'on appelle le VLDL. Le VLDL, ce sont des lipoprotéines de très basse densité. Et ce sont ces lipoprotéines qui rentrent sous les plaques au niveau des artères, qui vont venir bloquer le flux sanguin. On parle à ce moment-là d'AVC ischémique, hein, ou encore que ça soit dès que ça bloque le passage. Et bien souvent, c'est également aidé, on verra tout à l'heure, par ce qu'on appelle les thromboses. On va en parler. Parce que ça fait partie des produits du fructose. Donc, on se rend compte que... Oui. Je comprends bien, par exemple, on se rend compte aussi de plus en plus de jeunes personnes font des AVC. Parce qu'avant, Tout à fait. on disait que c'était des gens d'un certain âge et puis aussi des gens qui avaient la pathologie d'hypertension. Exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus il y a de jeunes. Des personnes jeunes, exactement. Je connais des personnes très jeunes, même des enfants, qui ont développé l'hypertension, qui ont développé le diabète. Et à l'époque, on disait que c'était les maladies des vieux quand j'étais enfant. Et quand une personne âgée développait ces maladies, on disait que c'était normal. Maintenant, je sais que ce n'est pas normal. Parce qu'une personne âgée peut vivre en bonne santé. Vous pouvez avoir, peu importe, vous avez 80 ans, vous pouvez être aussi en bonne santé qu'une personne de 20 ans. C'est une question d'entretien au niveau cellulaire. Et il y a une façon de faire, une alimentation à prendre, il y a également certaines choses pour soutenir cette santé-là. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on verra de plus en plus de jeunes mourir d'AVC, mourir de pathologies liées à, entre guillemets, à la vieillesse. Mais en fait, ce ne sont pas des maladies vieillesse. Ils en ont parlé dernièrement, justement, sur... Ils en ont parlé. Oui. Exactement. De plus en plus, les jeunes générations mourront plus vite que les personnes âgées. Aujourd'hui, par exemple, les centenaires, ce sont des gens qui mangeaient... Je pense que la nourriture était meilleure aussi. Ils n'ont pas eu une enfance sucrée. Ils n'ont pas eu, oui, parce que c'est le dimanche que tu as... D'accord, on va changer de gamme anti-sucré le dimanche seulement. Ouais. D'accord, moi, pas 70 ans, mais c'est comme ça que j'étais élevé. Non, je n'ai que 55 ans. Et je me souviens qu'à l'époque. D'accord, ok. Et le pot de sucre à la maison était tout en haut. Et mon papa regardait, il mettait une marque de sucre où elle s'était touchée. Donc on passait très loin. Moi, quand je passais, je prenais puis je secouais un peu pour essayer de... Et j'essayais de faire le sucre aller au niveau de la marque. Ouais. Même l'anti-maillot. Tout ça parce qu'à l'époque, vous savez, juste pour dire, en France, il y a près de 110 à 120 ans, la France consommait 1 kg de sucre par habitant. Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, les chiffres que j'ai, ce sont des chiffres qui datent de 2022. À 2022, on était à 50 kg par habitant. Quand je parle de consommation, je parle en tout genre. Hein. Ce que vous rajoutez dans vos affaires, ce que vous mangez, ce qu'on retrouve dans la nourriture. Lorsque vous regardez les paquets, vous voyez dextrose, vous voyez ceci, tous les troses, ce sont des noms différents pour le même sucre. On parle de sucre averti, on va parler de sirop de glucose, qui en fin de compte n'est rien d'autre que ce qu'on vend aux États-Unis, fabriqué aux États-Unis, qui s'appelle en anglais High Fructose Corn Syrup, c'est-à-dire c'est du glucose à un taux de... Non, c'est du sirop à fort teneur en glucose. Du sirop à fort teneur en glucose. Il y a plus de... Pas glucose, en fructose. Il y a plus de fructose que de glucose. Et donc vous avez une molécule, vous avez 55%
de fructose et 45% de glucose. Et les deux ne sont pas liés. Ça voudrait dire que quand ça arrive dans votre ventre, ça arrive dans le petit intestin, ça passe déjà. Tandis que le sucre, quand on le consomme, il a besoin les liens ont besoin d'être coupés par ce qu'on appelle la diastase au niveau du côlon, et qui va séparer les liens et pour permettre l'absorption. Et tandis que dans beaucoup d'aliments que nous mangeons, nous trouvons du fructose libre, du glucose libre. Donc, tout cela, c'est ce qui détruit la santé. Et ça crée ces maladies métaboliques qu'on connaît. L'hypertension et compagnie. On va juste les développer, en gros. Je vous ai déjà expliqué comment la résistance à l'insuline se produit. Ça se produit premièrement au niveau du foie. Pourquoi au niveau du foie? Parce que généralement tout passe par le foie et c'est le foie qui va déterminer pour commander en fonction de la quantité d'insuline qui doit être relâchée. Et quand au niveau du foie, la production d'ATP baisse au niveau du foie, à ce moment-là, le pancréas va s'affoler. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que vous avez une déficience d'énergie. Vous savez, le corps est intelligent. Hein? Quand il y a une déficience quelque part, il veut compenser. Alors, il s'est dit qu'il manque de l'énergie. Comme on est en manque d'énergie, on va produire de la graisse. On va stocker de l'énergie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà pourquoi. Et qui fait que lorsqu'on va manger, on se dit, mais non, mais je ne mange pas beaucoup. Vous savez, auparavant, il y a plusieurs années, je croyais qu'on grossissait parce qu'on mangeait beaucoup. Vous savez pourquoi je pensais comme ça? Parce que mon égarement, j'ai empilé ici. Je faisais 1 kilo de riz, je mangeais le tout. Oui. Là, mon avec peau. Mon vieux, mon avec peau, arrêté. Je faisais 1 kilo de pâtes. Quand j'ai tourné, je mangeais 2 pains par jour. J'ai grandi dans le pain. Nous étions 9 à la maison. Ma mère a eu 12 enfants, mais nous étions 9 à la maison. On achetait 12 pains. Et l'après-midi, on avait encore 2 pains qui nous étaient déjà payés par ma grand-mère. Donc j'ai grandi dans le pain. Et j'aimais le pain avec de la margarine. Bon Dieu, bouge-moi des gars coulés. Ah ouais, surtout, il y a fond dans du nez, ouais. Donc il fait que je ne suis pas toutes ces choses ne sont pas étranges pour moi. Donc je sais. Qui fait qu'aujourd'hui, maintenant je sais qu'en fin de compte, ce ne sont pas toutes les formes d'obésité qui sont liées à une alimentation sévère, à une alimentation chronique, mais qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent comme les hormones. Je vous ai parlé du cortisol tout à l'heure. Pour quelqu'un qui est toujours stressé, des trucs comme ça, des gens qui vivent des choses. Et il y a également d'autres choses, je vais en parler prochainement, le sel par exemple, la quantité de sel qu'on consomme, la déshydratation par exemple, quand on ne boit pas suffisamment d'eau, ça déclenche l'obésité par un mécanisme, toujours le même mécanisme. Donc il y a plusieurs facteurs. Mais maintenant, la première des choses, si nous faisons un effort au niveau du sucre, nous pouvons arrêter beaucoup de dégâts, exactement. Tu as parfaitement raison, beaucoup de dégâts. Donc, excuse-moi, je pose beaucoup de questions. Oui, j'aurais pris à la fin tes questions, parce que je vais terminer. Je vais terminer cette partie, ouais, je vais terminer. Oui, parce que, oui, et puis on va voir. Je préfère qu'on finisse avec les questions, comme ça c'est vous qui allez vous retenir, mais pas moi. Vous savez, autre chose que le fructose va produire. Le fructose, quand il va produire ces choses-là, il va conduire l'individu petit à petit à ce qu'on appelle un désordre métabolique. Pourquoi? Quand on est résistant à l'insuline, ce qui va se passer, c'est que il y aura des hormones qui seront mises en déséquilibre. Par exemple, nous avons chez nous une hormone qui est l'hormone de la satiété qui s'appelle la leptine. Vous avez peut-être entendu parler de la leptine. La leptine se trouve au niveau du gras. Plus on a de gras, plus on a de leptine. Et pourtant, il y a ce désordre chez la plupart d'entre nous. Nous n'arrivons pas à manger de manière modérée, pour certains d'entre nous. Pourquoi je dis ça? C'est que nous sommes moins d'habitants, nous avons plus d'hypermarchés, et pourtant tout le monde en a. Et nous sommes moins d'habitants.
Je me souviens que nous étions près de 400 000 habitants. Il y avait plus de personnes en Martinique, il y avait moins de magasins. Et il n'y avait pas tout ce gaspillage que nous voyons et les gens ne mangeaient pas autant. Pourquoi? Parce que les gens mangeaient le matin. Pas tellement le matin. Le matin, c'est un titine à manger, un concombre à l'ail, un amouri, des sardines. C'est ça que j'ai connu quand j'étais enfant. Okay? Il y a des gens qui ont 100 ans là, plus de 100 ans, c'est ça qu'ils mangeaient quand ils étaient enfants. Tous les enfants qui mangent comme fait ça, là, ils ont aucun bonnet. Oui, parce que ça les abîme dès le départ, justement. Et quand j'ai connu ça, c'est comme ça, et je me rends compte qu'aujourd'hui que nous mangeons beaucoup plus. Parce que nous ne mangeons pas simplement le matin, à midi, et le soir, ils pouvaient dormir. Et le soir, c'était pas beaucoup de choses, hein. Chez nous, c'était un petit soupe, un petit calalou, un petit bagaille, c'était comme ça. En soupe pied-poule, ou bien en soupe... oui, c'était comme ça. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on mange matin. 10h. On prend un tutuc à 9h. J'ai un petit coup, à 10h, on prend quelque chose. On dit, on ne peut pas attendre midi, on va checker quand il est quand même. Et puis on mange encore. Après, une barre au chocolat, on dit et puis après, quand on a fini de manger à midi, après, on a un petit coup à 2h. Il y a des gens tout de suite, 13h après, tout de suite. À 13h, les gens. 2h, 3h. Les gens qui disent, mais c'est foutu après-midi à longue. Hein? Tu vois, la personne, elle sort du travail, elle passe à la pâtisserie, elle prend quelque chose, et puis elle rentre chez elle. Donc, vous savez, ça fait rire, mais c'est une réalité. On mange beaucoup plus. Et quand on mange beaucoup plus, on stocke beaucoup plus, et on se détruit davantage. C'est ça le souci. Et qui fait que la leptine ne peut plus faire son travail, parce que lorsqu'on est résistant à l'insuline, on va produire beaucoup de leptine, en fonction des quantités de gras que nous avons, mais notre cerveau ne verra pas le signal de la leptine, qui dira, parce qu'en fait, lorsque votre corps produit de la leptine arrive au niveau, le signal arrive au cerveau et dit au corps, ça y est, tu as suffisamment mangé. C'est comme ça que ça se passe. Et puis on s'arrête de manger. S'arrêter de manger est naturel, mais maintenant, à cause de la présence du sucre, on ne peut pas. Il y a un truc, on veut manger, ah non, je pense que ça est bon, ça est bon, ça est bon. Même si on n'est pas ni placé. Ça y est, là, on regarde mis sur le dos. Vous vous rendez compte? Sur le dos, parce que le ventre ne peut pas. C'est tellement tendu. Et après, je prenais également un dessert. Je mangeais, on buvait du jus, prenais un dessert. Donc tout ça pour dire que la leptine ne fait plus son travail. Et on doit l'aider là maintenant. Et ensuite, autre chose qui se passe dans ce désordre métabolique, c'est que, je parle des hormones, donc cette hormone de la leptine qui normalement régule la faim ne va plus fonctionner, donc le pancréas va produire plus d'insuline parce qu'on continue de manger. Et il y a des gens qui vont se coucher, ils ont mangé le soir, et toute la nuit, leur pancréas produit de l'insuline. Et ils se réveillent le matin en hypoglycémie. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est parce que tu n'as pas mangé, tu es en hypoglycémie. Ce n'est pas vrai. Tu es en hypoglycémie parce que ton corps a produit trop d'insuline et a raflé tout le glucose qui était là, qui normalement doit être là pour t'entretenir pendant que tu dors. Et tu n'as plus de glucose, tu es en hypoglycémie. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas être en hypoglycémie? Il est impossible biologiquement que nous soyons en hypoglycémie. Pourquoi? Parce que nous avons tous une réserve de glucose dans le corps. Ça s'appelle une réserve sous forme de glycogène. Vous avez peut-être entendu parler du glycogène. C'est lorsque vous mangez du glucose, le foie va transformer une partie de ce glucose en glycogène, va en stocker chez lui, et vous allez en stocker également dans vos muscles. On a du glucogène. Alors que je vous parle, j'ai du glucogène. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne jeûne, il lui faut environ de 3 jours. Certaines personnes, si on fait du sport, c'est plus court, mais généralement, il faut de 3 jours pour épuiser réellement cette réserve de glycogène. Donc, quand on se réveille le matin, on a suffisamment de glucose pour fonctionner. Je vous donne juste une chose qui s'est passée à 2 reprises. Moi, je sais comment les choses fonctionnent maintenant. Quand je faisais ma maison, quand je construisais, j'ai coulé 8 camions de béton. Je suis en R plus... donc j'ai un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Et j'ai fait une dalle anticyclonique sur la maison. Parce que là où je suis, il y a beaucoup de vent, je suis dans une coulée,
Le vent a passé qui a arraché toute baguette. Même les ignames que j'avais dans le jardin, le vent les a arrachés. Donc j'ai dit que je ne vais pas faire une maison, mettre ça comme une toiture vide, je vais mettre une dalle. Si le vent veut partir avec la toiture, il n'y a pas de souci. Ouais. Je me suis réveillé ce matin, le jour du coulage, j'ai consommé 2 cuillerées à soupe de beurre et je suis allé travailler. J'ai travaillé toute la journée jusqu'à 22 h du soir. C'est lorsque j'ai lâché la pelle que je me suis dit je suis fatigué. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur mes réserves. Je n'ai pas manqué d'énergie. J'avais embauché 2 jeunes pour la journée. Là, ils disaient qu'il faut que tu bois chaque fois pour coca. Je n'ai pas mangé de la journée, j'ai bu que de l'eau uniquement. Il y a peut-être une année, j'ai coulé une entrée de maison, j'ai une bétonnière, elle est tombée en panne. J'ai coulé une entrée de maison, ceux qui font du bâtiment savent de quoi je parle. 3 mètres sur 10 mètres, je l'ai coulé à la main, tout seul, à la pelle. Et j'ai dit, monsieur, pas dire moi là. J'ai dit, mais non, j'ai besoin de personne. Après, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oh. J'ai dit, mais non, c'est pas ça. Pas moi et McDonald's. Et ce jour-là, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai fait ma femme prendre un carré de beurre de 250 grammes, un gros morceau de fromage, 2 bouteilles de Didier, donc 2 bouteilles de Didier et du magnésium. J'ai mis du magnésium dedans. Voilà. Et j'avais 2 bouteilles d'eau, en plus du Didier. J'ai travaillé la journée, je ne gagne pas comme un diable, même ma basse à gloire. Mais j'ai travaillé comme un ange de Dieu. Ouais, et j'étais pas fatigué. Ce n'est que vers le soir, même le soir, vers 10 h, je sentais encore les mouvements de l'activité de la journée. Parce que, et si j'avais mangé du glucose ce jour-là, cassé. Donc j'ai utilisé mes réserves. Donc vous voyez qu'on a encore des réserves, on en a. Et ensuite, concernant les triglycérides, je vous ai parlé. Ceux qui vont faire les examens, si le médecin vous dit que votre taux de triglycérides est élevé, d'après ce que je vais vous expliquer, vous savez d'où viennent les triglycérides. Les triglycérides viennent directement du fructose, que ce soit du fructose que vous consommez dans votre alimentation, ou encore du fructose qui est produit par le corps lui-même, ce qu'on appelle le fructose endogène, parce que le corps en produit également. Donc le taux de triglycérides augmente. Et il y a des gens dont les médecins leur donnent des médicaments pour faire baisser le taux de triglycérides, le taux de cholestérol, tout ça. Alors qu'il suffit de revoir son alimentation. Si on consomme des choses sucrées, mettre en haut là, prendre le taureau par les cornes, et puis à ce moment on verra au niveau de ces examens, les choses se stabiliser. Parce que les médicaments qu'on donne pour le cholestérol ne sont pas sans danger. Je ne sais pas, j'ai eu le temps de voir ça avec vous. Il y a plein de bien-aimés là que je conseille. Il y a une sœur, la dernière, elle en prenait, elle était comme un zombie, elle ne savait même pas faire quoi que ce soit. Je lui ai dit, sœur, c'est ce qui te fait ça. Et quand elle a arrêté du jour au lendemain, elle a retrouvé la santé. Et un frère de TSF, pareil, il avait commencé à perdre la parole. Je lui ai dit, frère, c'est ce qui te fait ça. Il ne marchait plus. J'ai dit à son épouse, écoute, tu vois, tu sais les statines détruisent le cerveau. Si tu n'es pas diabétique, ça te rend diabétique. Ça détruit le taux, ce qu'on appelle la production de Q10 au niveau du foie. Ça n'arrête pas seulement la production de cholestérol au niveau du foie, mais ça arrête la production de Q10. Tu en as besoin pour de l'énergie. Il y a des gens qui ne marchent plus à cause de ça. Et quand j'ai dit ça à son épouse, je suis passé les voir un dimanche après-midi. Après, elle a enfin pris la décision d'arrêter. Et puis, il lui a fallu de 3 mois pour retrouver la santé. Il a pu de nouveau marcher, et puis il a recommencé à parler comme il faisait auparavant. Donc, au lieu de prendre des médicaments pour ça, revoyez d'abord votre santé, et vous verrez que le médecin vous dira, vous n'avez plus besoin de prendre ça. Ensuite, donc on a parlé des taux de triglycérides, également le taux de cholestérol, les deux sont liés, parce que dans les triglycérides, il y a le LDL, également le VLDL, on en trouve également tout ça. Et puis, pour ce qui concerne aussi l'hypertension, est-ce qu'il y a des hypertendus là? D'accord. L'hypertension, on a beau dire, je sais qu'on donne certains médicaments pour l'hypertension, on peut donner des diurétiques, les gens qui prennent des diurétiques. C'est-à-dire que ça fait, ça sèche l'organisme, hein, ça fait perdre beaucoup d'eau, le taux d'urine augmente.
Mais ce n'est pas sans conséquence, puisque lorsque vous prenez des diurétiques, vous perdez en électrolytes, potassium, magnésium, tout cela. Et il y a également d'autres pathologies qui sont liées à ça. Et malheureusement, quand les médecins donnent des diurétiques aux gens, ils ne leur disent pas qu'il faudrait qu'ils prennent des électrolytes pour contrebalancer. Donc les diurétiques, on donne également des médicaments qui vont bloquer ce qu'ils appellent le chemin calcique, qui va empêcher une augmentation du calcium au niveau cellulaire, pour pouvoir bloquer l'hypertension. Mais l'hypertension est très simple. Vous voyez les artères, j'avais l'image là, je vous aurais montré. Au niveau des artères, ça y est, les veines là, généralement on a les veines et les artères. Je parle des conduits qui vont transporter le sang. Il y a la partie de gauche qui sont les artères et la partie de droite qui sont les veines, qui font ce qu'on appelle le retour veineux. Parce que le sang fait, ça passe et puis ça redescend. Au niveau des artères, il y a des cellules au niveau de la paroi même des artères. Ces cellules ils appellent ça les cellules endothéliales, les cellules qui sont au niveau de la paroi. Et Dieu est grand parce que Dieu a mis dans ces cellules-là un mécanisme qui leur permet d'anticiper grâce à la perception et également aux sensations, parce que nous avons 5 sens. Les 5 sens nous ramènent des informations qui sont traitées par notre cerveau et ainsi le cerveau agit en fonction de ça. Lorsque par exemple je vais soulever une charge très lourde, mon cerveau va dire attention, la charge est lourde, il faut compenser. Parce que quand je soulève une charge lourde, ma tension augmente, que je le veuille ou pas, parce que je fais de la pression. Alors mon cerveau dit aux cellules de mes artères, attention, il faut libérer de l'oxyde nitrique, ou encore ce qu'on appelle de l'oxyde d'azote. Que va faire l'oxyde d'azote? Eh bien, l'oxyde d'azote va dilater les vaisseaux. Qui fait que même si je soulève une charge là, quand nous viendrons prendre ma tension, je ne serai pas à 16, à 17, à 18, à 25. Je peux rester à 13, peut-être maximum monter à 14. Dès que j'ai relâché l'objet, ma tension redescend. C'est comme un tuyau neuf que vous avez acheté, que vous avez branché au robinet, vous avez mis au bout un robinet, et puis vous ouvrez l'eau de l'autre côté, vous maintenez l'eau fermée au niveau du robinet. Que va-t-il se passer? Le tuyau va gonfler. Vous avez déjà vu ça? Lorsque vous relâchez la pression, les artères font exactement la même chose. Et pourquoi nous faisons de l'hypertension? Parce que, premièrement, le plus souvent, nous perdons cette production d'oxyde nitrite, ou encore d'oxyde d'azote, puisque l'azote s'appelle nitrite ou encore azote. Et cet oxyde d'azote va dilater les vaisseaux. Mais comme chez la plupart d'entre nous, nous avons un taux d'acide urique très élevé, l'acide urique va annuler la production d'oxyde nitrique au niveau cellulaire. Et ça va empêcher à ces cellules de produire de l'acide nitrique. Et s'il n'y a pas d'oxyde nitrique, qu'est-ce qui va se passer? Les vaisseaux ne vont pas se dilater. Et vous savez, les recommandations généralement bien aimées qui sont d'hypertension, je leur dis, quand est-ce que vous allez faire vos examens? Je leur dis, vous savez, 3 à 4 semaines avant de faire les examens, arrêtez tout ce qui est sucre. Ne faites rien d'autre, arrêtez tout ce qui est sucre, allez faire vos examens. Et quand ils reviennent, ah, ma tension est normale, ma tension est normale. Je dis, parce que c'est directement lié. Quand tu consommes sucré, ça produit de l'acide urique annule la vasodilatation. C'est comme ça. Pour cela que je le dis assez souvent, j'ai encore répété à ma maman aujourd'hui, mon père, je m'occupe de lui, moi je le fais tous les matins, je prends toujours un régulateur d'acidité, ça peut être soit du bicarbonate, ça peut être soit du vinaigre de cidre, ça peut être soit du jus de citron. Mais généralement, tous les matins, c'est mon rituel, quand je me réveille, je prends un grand verre d'eau avec une cuillerée à café rase de bicarbonate. Ça fait baisser le taux d'acide urique, parce qu'on en produit également naturellement par le simple fait de fonctionner. Mais on vient rajouter encore d'acide quand on va consommer sucré. Et puis si on consomme, je prends un exemple, une personne qui va consommer un bon plat de pâtes, sans consommer de légumes verts avec, sans prendre de régulateur glycémique, il ne faut pas qu'il s'étonne de voir que s'il est déjà sensible à l'hypertension, voir sa tension augmenter ou encore être en dents aussi, de temps à autre monter, descendre. On peut garder une tension normale. Il y a une sœur chez nous qui, après 25 ans de diabète, 25 ans d'hypertension, son médecin lui a enlevé tous les médicaments. Cette sœur, je l'ai suivie. Elle a commencé à suivre mes conférences depuis 2015.
Et maintenant, elle ne prend plus de médicaments, ni pour le diabète, ni pour l'hypertension. Parce que je lui ai expliqué que l'hypertension est liée à l'acide urique. Je lui dis fais tout ce qu'il faut, ne mange jamais uniquement du blanc, mange des légumes. Si tu manges des féculents, mange des légumes avec. Tu manges des féculents, mange des légumes avec. Ne bois pas de jus après ton repas ou pendant ton repas et ne prends pas de dessert. L'autre, tu m'as avec un dessert, ça va? Quand tu parles de légumes. Hein? Pâté du dessert, ok, d'accord. Quand tu parles de légumes, tu parles de quoi? Je parle de légumes pays, hein? Légumes pays. Pas vert, hein? Légumes pays. Je parle de fruits à pain, d'achille, tout ça. Ouais. Ouais. Bon, je ne vais pas rentrer dessus, je vais en parler. Il y a des aliments que j'ai supprimés de ma vie complètement. Des pâtes, vous ne verrez jamais ça chez moi. Parce que je sais que les pâtes, quand ça arrive dans le ventre, ce que ça produit, c'est hydrolysé. Et la vitesse à laquelle les pâtes, le sucre des pâtes passe dans le sang, c'est phénoménal. Ça fait monter la glycémie, le pancréas s'affole. Si on mange des pâtes, il faut toujours boire un régulateur glycémique. Je vais vous en parler, il y en a en Martinique. Mais il faut agir sur l'alimentation. Ok? Donc, je vais dire juste une dernière. On est quelle heure? Ouais, juste une dernière chose et puis on verra. C'est bien, c'est bien? Le dernier, ok, d'accord. Oui. Donc. Ça va vous autres? Oui, ça va. Oui, ok. Donc, le dernier point, puis on arrête? Ouais. Donc, vous voyez au niveau de l'hypertension est quelque chose que nous pouvons vivre. Je connais des personnes qui prennent 3-4 médicaments pour gérer leur hypertension, alors qu'il leur suffit simplement, pendant un temps, de se dire je veux tout faire pour me sauver dessus. Vous savez ce que je me suis dit quand j'ai découvert ces vérités? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lorsque j'ai découvert ça, j'ai dit ma bouche, tu ne vas pas m'emmener dans la tombe. J'ai dit jamais tu feras ça. J'ai pris le dessus sur mes émotions, sur mes sentiments, parce qu'on prend des habitudes. Sauter du monde, pas manger en Mont Blanc, on dit, m'en fâchez tout. C'était comme ça. C'était comme ça. Et j'ai mangé durant toute une partie de ma vie. J'aimais bien les palmiers bien sucrés. Je sortais de Fort-de-France pour monter jusqu'à Casse-Pilote pour retrouver la sensation des pâtisseries anciennes que je mangeais auparavant. Parce qu'ils en vendent là-bas. La dame me connaît par cœur. Il est bon, si bon. Ah, ancienne, hein? Ouais, avec les gâteaux anciens, tout ça là, oui. Ok? Donc, qui fait que maintenant, on doit comprendre que si on veut agir sur certaines pathologies, notamment telles que le diabète, je vais développer ça prochainement, c'est lié également à l'alimentation. Mais on peut sortir du diabète, quelle que soit la personne. Et je vais également expliquer d'autres choses, et je termine avec ce dernier point. Le fructose, quand il va arriver dans le corps, il va produire un effet qui s'appelle l'effet de Maillard, ou encore la glycation. Qui a entendu parler de ce terme-là? Glycation. Quand vous allez faire vos examens, vous voyez sur votre feuille d'examen, surtout les diabétiques, le taux de AC1. C'est ce qu'on appelle hémoglobine glyquée. Quand on parle d'hémoglobine glyquée non enzymatique, ça voudrait dire que c'est lorsque le sucre va se lier aux protéines pour former des produits terminaux qui vont détruire le corps. Ça va faire, comment dire ça? Ça va faire des produits solides dans le corps, comme, vous savez, quand vous faites cuire du poisson, ça fait vous savez, le plus doré croustillant là. Eh bien, ça fait exactement la même chose dans le corps. Ça fait ça dans tout le corps, ça fait ça dans les cellules, et ça détruit les mitochondries, parce qu'il faut savoir que la glycation est inflammatoire, hautement inflammatoire, parce que ça détruit. Ça produit ce qu'on appelle des ROS en anglais. Ils appellent ça Reactive Oxygen Species, des espèces d'oxygène réactif. C'est-à-dire que par rapport à la présence d'oxygène, également surtout avec ces agents inflammatoires, ça va créer un effet qui va enfermer les cellules dans une situation où elles n'auront pas d'autre choix que de mourir. Vous vous rendez compte que des fois, chaque fois que nous mangeons, nous tuons des cellules dans notre corps. Mais nous, debout là, nous regardons, mais non, mais ça va faire mal. Et les gens me disent, de toute façon, il faut qu'on joue nous morts. Je leur dis, attention, est-ce que tu sais dans quelles conditions tu vas mourir?
S'il faut que tu sois couché là, sur un lit, là, à souffrir, on te coupe une jambe aujourd'hui, une autre demain, on te coupe un bras. J'ai connu une soeur, on lui a coupé les 2 jambes et les 2 bras de diabète. La glycation va se produire dans tout le corps. Le glucose le produit, mais le fructose va le produire 7 fois plus rapidement. Et vous savez à quoi? Qu'est-ce qui est lié à la glycation? La vieillesse. Lorsque vous vieillissez de l'intérieur, vous vieillissez prématurément et après ça se voit de l'extérieur. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne arrête sa consommation de sucre et qu'elle l'arrête vraiment et qu'elle change son alimentation, vous la voyez beaucoup plus jeune. Encore plus jeune. Pourquoi? Parce qu'elle arrête les effets du vieillissement intérieur. Et la glycation est liée directement à la vieillesse. Et si vous arrêtez la glycation, ce qu'on ne peut pas faire à 100%, vous ralentissez votre vieillesse. Aujourd'hui, les gens vieillissent de manière prématurée. Vous pensez en l'ogène, ils ont vieilli avant l'air. Donc, on a des figures écrasées, où ils n'ont pas de force, où ils sont déjà perclus de douleur. La personne a 30 ans, elle est déjà malade. Enfin, je dis 30 ans, des fois c'est bien avant. J'ai connu un jeune qui avait 25 ans, il avait un problème cardiaque. Je lui ai dit, Michael, arrête le sucre. Michael, arrête le sucre, c'est ce qui te fait ça. Ça perturbe, on verra ça vendredi prochain. Arrête le sucre, ça te donne des maladies au niveau du cardiaque. Et puis, il ne va pas écouter, mais dit, bon, j'ai rendez-vous avec le médecin. Vous savez ce qu'on lui a fait? Ils ont simplement brûlé un nerf. Vous savez, il y a un nerf. Il y a des nerfs au niveau du corps. Vous savez, le cœur s'autorégule. Le cœur est le seul organe qui soit indépendant du corps. Même si votre cerveau est mort, votre cœur peut continuer à fonctionner. Le cœur, c'est le premier organe qui se met en fonction lorsque l'individu, lors des premières formations. Le cœur est la première chose qui se forme chez l'homme. Vous avez déjà vu ça dans certains documents? On vous montre, il y a la cellule, ça se fait, il y a un amas de cellules, et vous avez un cœur, un truc noir qui commence à pomper, mais il n'y a rien, il n'y a pas de sang, et puis les vaisseaux commencent à... Donc vous avez des trucs qui font comme ça, et puis petit à petit, tout se met autour. Parce que Dieu a voulu que le cœur soit indépendant. Donc c'est pour cela qu'il y a des nerfs, il y a tout ce qu'il faut pour réguler. Et quand le cœur n'est pas dans son environnement, il n'est pas dans un bon environnement, soit il va s'abîmer, il va s'affoler, vous avez des tachycardies, votre cœur va se mettre à accélérer, ce qui m'arrivait. Mon cœur s'accélérait. J'étais à bout de souffle. Ou encore, j'étais sans quoi que ce soit, j'avais des crises d'angoisse qui me prenaient les aguilles de main. Je sentais que je ne pouvais plus. C'était lié au sucre. Ok? Donc je m'arrête là, on va en discuter prochainement. Vous avez une question? Vous avez une chose à rajouter? Ça va? Oui. On a noté les questions, puis... Comment? Oui, le docteur Lustig. Oui, il s'appelle Richard Lustig. Il a sorti une vidéo qui est... Bon, il en a sorti plein, mais ça a été sa première vidéo quand il a découvert, qui s'appelle Sugar the Bitter Truth. Voilà. Le sucre, la vérité amère. Et il y a environ 7 ans de cela, 6 ou 7 ans de cela, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu entendre, j'avais fait une série d'émissions sur Radio Évangile sur le sucre pendant 2 mois. Ouais. Donc il y a eu d'autres informations qui sont sorties, mais si vous avez des questions, notez-les et prochainement on va tâcher d'y répondre. Ok? D'accord? En tous les cas, prenez ces informations, faites un effort déjà sur le sucre. Faites un effort, bien-aimés. Faites un effort. Parce que, vous savez, d'où est partie ma réflexion sur le sucre? Mon frère peut venir? Ouais. D'où est partie ma réflexion sur le sucre? C'est que je dirigeais une réunion de prière, c'était un mardi. Je dirigeais une réunion de prière. Et quand j'ai pris la feuille pour noter les sujets de prière, j'ai vu que 95% des sujets de prière, c'était pour les malades. Et quand, vous savez, ça c'est allé très vite. Quand j'ai vu ça, c'est un peu comme si je me parlais à moi-même. Ou en tout cas, on était en comité, on discutait. Et puis je me disais à moi-même, mais écoute Marius, il y a telle soeur, on a prié pour elle, elle est morte. Telle soeur, on a prié. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'on prie pour des bien-aimés qui sont malades, diabétiques, hypertendus, tout un mot.
ça m'a plongé dans une profonde réflexion. Quand je suis rentré à la maison, une semaine après, l'un de mes jumeaux me dit, papa, vous savez qu'à l'église vous priez en vain? Je dis, ah bon? J'essaie de défendre, vous parlez peut-être la phrase de votre moment là. J'essaie de défendre, j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Oui, mais vous priez en vain parce que vous priez pour des gens qui meurent, les gens ne sont jamais guéris. Si au moins il y avait au moins un témoignage d'une personne qui avait été guérie du diabète, vous priez. Et ça m'a ramené à ce que j'avais réfléchi, à quoi j'avais réfléchi. Nous prions pour des choses que nous pouvons nous-mêmes régler. Et comme je disais à mon frère ce matin, on peut réserver ce temps de prière si nous sommes tous en bonne santé à l'évangélisation, conversion des âmes, mais des temps ensemble pour d'autres sujets, mais pas... C'est un peu comme si le diable nous a donné une occupation. Il va nous, comment on dit ça, tourner en rond. Il nous a donné une occupation pour dire, priez pour des maladies que vous pouvez vous-même guérir. Mais il ne dit pas que vous pouvez les guérir, hein, mais il dit, priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça. Et puis, certes, nous le faisons avec cœur. Je le fais de tout mon cœur. De tout mon cœur. Mais nous pouvons nous libérer de ces charges-là en nous aidant les uns les autres. Vous savez, ce qui me venait à l'esprit il y a quelques mois, je discutais avec mon frère Jean-Christophe. Ce serait de mettre en place un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent vraiment retrouver la santé, surtout ceux qui sont diabétiques et hypertendus. Donner des recommandations et voir la progression de ces personnes, et si elles pourront témoigner à d'autres personnes, les amener à changer leur façon de penser, leur changer leur façon de voir la nourriture. Parce que moi, tout ça, je ne pouvais pas faire. Je passe dans les églises, mais là, mon sorti, c'est un baptême à Guévette. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. On veut dire merci au Seigneur. Merci pour sa grâce. Il vous a donné de l'intelligence. À nous de mettre tout cela en pratique et puis qu'on puisse en bénéficier pleinement. Merci au Seigneur. Alors, c'est enregistré. Si vous voulez revoir, voyez avec Georgie. Il va pouvoir vous envoyer la vidéo. D'accord? Et puis, vendredi prochain, on continue? Le blanc? D'accord? Allez, on va remercier le Seigneur et puis on va rentrer tranquillement. Gloire à Dieu. Que l'un d'entre vous puisse remercier le Seigneur.